Donc, dans la présentation, je vais vous parler d'un guide créé pour les ergothérapeutes en lien avec la sécurité et la conduite de fauteuils roulants motorisés. Ce guide a été créé dans le contexte d'un projet de recherche intitulé Co-construction d'un guide fondé sur des données probantes pour faciliter le processus de prise de décision des ergothérapeutes concernant la sécurité de l'utilisation des fauteuils roulants motorisés chez les utilisateurs de fauteuils roulants motorisés en soins longue durée que j'ai mené avec mes collègues dans le cadre de mon projet de maîtrise en ergothérapie à McGill qui a eu lieu au courant de l'année 2023. Donc, voici les objectifs et le raisonnement du projet de recherche, juste pour donner un peu de contexte à tout ça. Donc, les fauteuils roulants motorisés, comme vous le savez, sont essentiels à la mobilité et au bien-être des résidents. La sécurité est cruciale en raison des risques potentiels à l'usager et aux autres. Il y a un manque de lignes directrices claires dans les évaluations existantes. L'objectif, c'était de créer un guide fondé sur les données probantes à l'intention des ergothérapeutes travaillant dans les établissements de soins longue durée. Les méthodes du projet incluent des entrevues qualitatives dont le critère d'inclusion était les ergothérapeutes travaillant en soins longue durée avec au moins 2 ans d'expérience. 15 participants ont été interviewés. Ensuite, la deuxième composante est une revue de la littérature. Donc, on a utilisé les bases de données CINAHL et Medline et un total de 44 articles ont été inclus. Donc, maintenant, je vais vous donner un petit sommaire des résultats du projet de recherche pour mettre en contexte le guide dont on va discuter. Il y a 6 thèmes qui sont ressortis des entrevues et de la littérature. Donc, le premier, c'est le processus d'ergothérapie qui décrit le processus général qu'un ergothérapeute suit, dont les éléments clés sont l'évaluation, la documentation, les outils et ressources du clinicien, ainsi que l'approche adaptative. Ensuite, on a les facteurs personnels. Donc, ils ont été décrits comme une composante majeure des analyses cliniques des ergothérapeutes sur les capacités fonctionnelles de conduite. On inclut là-dedans le diagnostic des résidents qui peut permettre à l'ergothérapeute d'envisager l'évolution potentielle des capacités et ça peut permettre d'adapter son approche. Ensuite, on a le thème des facteurs environnementaux qui inclut les facteurs institutionnels, les facteurs liés à l'environnement extérieur, à l'environnement intérieur et aussi à l'environnement social. Ensuite, on a les facteurs liés au fauteuil roulant motorisé qui abordent la sécurité en lien à l'usage des fauteuils roulants motorisés en fonction des différents facteurs tels que la vitesse, le type de contrôle, la navigation, le positionnement. Ce thème aborde aussi les fauteuils roulants motorisés achetés par les usagers ou leurs familles, donc qui n'ont pas été obtenus via la RAMQ. Ensuite, le cinquième thème, c'est les facteurs occupationnels. Ce thème-là aborde la conduite de fauteuils roulants motorisés comme occupation significative et comme moyen de maximiser la participation à des occupations significatives et l'autonomie des utilisateurs. Ensuite, on a les considérations éthiques et légales qui abordent les lois et règlements relatifs à l'utilisation d'un fauteuil roulant motorisé. Donc maintenant, je vais faire un survol du contenu du guide qui a été créé. La première section est en lien à l'attribution initiale d'un fauteuil roulant motorisé, les recommandations pour les nouveaux résidents au centre de soins longue durée qui peut-être arrivent déjà avec un fauteuil roulant motorisé. Ensuite, la deuxième section est intitulée En cas d'incident ou d'accident impliquant un fauteuil roulant motorisé. La troisième section est en lien à l'entraînement. La quatrième section est en lien aux lois relatives à la conduite. La cinquième section est en lien aux contentions. Et puis finalement, on a inclus une liste de ressources utiles et un guide visuel qui résume les facteurs et processus discutés dans le guide. Donc maintenant, on commence avec la section attribution initiale, recommandations pour les nouveaux résidents. Donc d'abord, il y a la collecte de données de référence qui peut être faite à l'aide d'évaluations.
Donc, voici un tableau qui présente les grandes lignes de ces évaluations-là. Donc, on a le PIDA, on a l'évaluation des habiletés en fauteuil roulant et version questionnaire, le PMCDA et le Wheelchair Use Confidence Scale, qui sont toutes des évaluations standardisées. Dépendamment du contexte d'utilisation, l'ergothérapeute peut choisir l'évaluation qui correspond le mieux à la situation. Donc, il y a certaines évaluations qui sont en lien aux compétences intérieures versus extérieures, ou par exemple le WST qui évalue les compétences intérieures et extérieures. Finalement, on a les évaluations non standardisées, ce qui peut être des évaluations qui sont conçues par le centre ou des méthodes d'évaluation courantes en ergothérapie telles que la simulation d'activités fonctionnelles, l'observation, les entrevues et autres. Maintenant, on va parler de la création d'un contrat. Donc, on suggère dans le guide la création d'un contrat dans le contexte d'une attribution de fauteuil roulant motorisé. Ce contrat-là devrait informer les utilisateurs des politiques et règles du centre, des lois et règlements en vigueur pour la conduite intérieure et extérieure, l'identité des cliniciens responsables des décisions relatives à leur utilisation de fauteuil roulant motorisé, des politiques et procédures relatives au changement de leur état de santé, ainsi qu'en lien à la conduite dangereuse. Le contrat devrait inclure certains éléments, dont une déclaration que l'utilisateur a pris connaissance des informations précontractuelles, des procédures et conséquences en cas de non-respect des règles de sécurité, une déclaration confirmant qu'ils respecteront les règlements et une signature de l'utilisateur, du fauteuil roulant motorisé euh, et du chef d'unité ou de service. Une petite note ici, c'est que la signature de l'ergothérapeute devrait être évitée afin de ne pas créer une dynamique de pouvoir qui pourrait influencer négativement le rapport thérapeutique entre l'ergothérapeute et le résident. Ensuite, dans le cadre d'une attribution, on parle de l'éducation aux utilisateurs. Donc, l'ergothérapeute devrait se demander si l'utilisateur du fauteuil roulant motorisé est familier avec l'environnement du centre de soins longue durée, intérieur et extérieur. Donc, l'ergothérapeute devrait fournir toute information et tout renseignement supplémentaire pour optimiser l'utilisation du fauteuil roulant motorisé dans l'environnement du centre. Par exemple, ça peut être des conseils et des exercices pour entrer et sortir de l'ascenseur ou pour tourner dans des espaces restreints. Souvent, dans notre centre, on a en tête des espaces qui peuvent être plus difficiles à naviguer. Ensuite, certaines mesures de sécurité pour la conduite extérieure devraient être mises en place, dont avoir un téléphone en cas d'urgence, avoir un numéro de contact et puis avoir un numéro pour les services de dépannage en cas de bris ou d'accident. Maintenant, certaines mesures préventives peuvent être mises en place. Donc, d'abord, les données de référence en lien au domaine cognitif de l'utilisateur du fauteuil roulant motorisé peuvent être documentées à l'aide d'une évaluation standardisée telle que le MOCA pour référence future. Des méthodes non standardisées peuvent également être utilisées et les observations concernant la cognition doivent être documentées. Donc, remarquez que ces évaluations-là ne suffisent pas à déterminer si un utilisateur de fauteuil roulant motorisé est un conducteur sécuritaire ou non. Ensuite, une évaluation de la conduite devrait être effectuée afin d'obtenir des données de base pour référence future. Lors du choix de l'environnement pour cette évaluation-là, il faut considérer les environnements dans lesquels l'utilisateur utilisera le fauteuil roulant et leurs habitudes de vie. Une évaluation dans un environnement autre que celui qui est connu par l'utilisateur ou utilisé pourrait ne pas représenter avec justesse leurs compétences. Finalement, un examen de la vue doit être effectué par un professionnel de la santé qualifié et les résultats doivent être documentés. On passe maintenant à la section en cas d'incident ou d'accident. Donc, ici, je vais commencer par parler de l'erreur occasionnelle.
Donc, c'est une question qu'on doit se demander. Voici des pistes de réflexion pour nous aider à déterminer si c'est une erreur occasionnelle ou si l'incident requiert plus de démarches de notre part. Donc, on peut se demander, est-ce que le fauteuil a des rayures multiples ou d'autres dommages? Est-ce qu'il y a eu plusieurs demandes de réparation ou divers équipements sur le fauteuil roulant? Est-ce que les accoudoirs sont en bon état? Est-ce que le joystick est bien fixé? Est-ce que les appuis-pieds sont cassés? Est-ce qu'on a parlé au personnel pour obtenir des informations supplémentaires? Puis, est-ce que d'autres accidents ont été signalés ou documentés par le personnel ou encore, est-ce qu'il y a eu d'autres accidents ou incidents qui n'ont peut-être pas été documentés ou signalés par le personnel? Maintenant, la suspension temporaire du fauteuil roulant motorisé, ça peut être envisagé dans les cas suivants. Donc, dans un cas où il y a des blessures graves d'un utilisateur de fauteuil roulant motorisé ou d'autres personnes, dans le cas où il y a des dommages graves à l'environnement ou au fauteuil roulant motorisé, si le fauteuil est utilisé délibérément comme une arme ou si l'utilisateur du fauteuil conduit en état d'ébriété. Maintenant, on va parler de la collecte d'informations. Donc, j'ai organisé cette section-là en trois catégories, soit en lien avec le fauteuil roulant motorisé, en lien avec l'environnement et finalement en lien avec la personne. Donc, d'abord, en lien au fauteuil roulant motorisé, on peut faire une inspection du fauteuil pour voir quelle est sa condition. On regarde la batterie, le joystick, les roues, les câbles et autres. Ensuite, il faut considérer les facteurs tels que la vitesse, le contrôle du fauteuil, la navigation. Donc, ici, par navigation, je veux dire l'habileté de se rendre à un endroit puis de s'orienter dans l'espace. Puis, il faut aussi considérer le positionnement. Un autre facteur à ce point-ci, en lien à la façon dont le fauteuil roulant motorisé a été obtenu, c'est est-ce que ça a été fait par la RAMQ ou est-ce que ça a été acheté par l'utilisateur ou sa famille? Donc, je vous parle un peu ici des fauteuils roulants motorisés achetés par les utilisateurs. Il est conseillé au centre d'établir leur propre protocole concernant les fauteuils roulants motorisés privés pour permettre de garantir le bien-être des résidents et d'assurer l'uniformité en donnant à chacun des directives claires et cohérentes à respecter. Les politiques devraient aborder la responsabilité des accidents causés par les fauteuils roulants motorisés privés, les exigences d'entretien, le besoin de formation en lien au fonctionnement du fauteuil roulant de l'utilisateur et aussi peut-être des membres de la famille qui devraient savoir comment fonctionner le modèle qui a été obtenu et le besoin d'une évaluation de la conduite. Donc, on continue maintenant avec la collecte d'informations en lien à l'environnement. Donc, dans quel environnement s'est produit l'accident? Est-ce qu'il y a des témoins, des victimes à qui on peut parler? Est-ce qu'on doit aussi considérer les facteurs environnementaux tels que l'environnement institutionnel, intérieur, extérieur et social? Donc, parfois, on sait qu'il peut y avoir des temps de la journée où il y a peut-être des couloirs plus achalandés, où on a peut-être des résidents qui ont plus de difficultés à circuler dans certains endroits. Donc, on peut considérer tous ces facteurs-là. Maintenant, la collecte d'informations en lien avec la personne. Donc, on collecte l'information via l'entrevue avec l'utilisateur. On fait une révision du dossier. On peut utiliser une grille d'observation pour collecter de l'information et la simulation d'activités fonctionnelles peut aussi être utilisée. Il faut considérer plusieurs facteurs personnels tels que le diagnostic, la cognition, les capacités physiques, les problèmes sensoriels, les traits psychosociaux, les médicaments, la consommation de substances, le respect des recommandations, la fatigue, l'aptitude, l'inaptitude et le soutien social. Donc, maintenant, on passe aux interventions en ergothérapie. Donc, une fois qu'on a fait notre collecte d'informations, on regarde les interventions possibles. Donc, dans l'étude, une approche adaptative a été signalée comme étant la base de la majorité des interventions en raison de la nature de la population des CHSLD. Donc, on a une population qui a majoritairement des conditions dégénératives et qui est en perte d'autonomie.
Dans la plupart des cas, il s'agit d'adapter le fauteuil roulant motorisé et l'environnement aux besoins de l'utilisateur jusqu'à ce que l'adaptation soit plus possible. Donc, si le fauteuil roulant motorisé doit être adapté, on peut envisager les interventions suivantes. On peut aller regarder les paramètres du fauteuil roulant motorisé, donc la vitesse, l'accélération, la sensibilité. On peut regarder le joystick en termes de sa position. On peut aussi regarder le type de contrôle, que ce soit un joystick, le contrôle avec la tête ou autre. À ce sujet-là, un webinaire a été fait par Dominique Gélina-Bronsard. Donc, vous pouvez le consulter sur le site web de Savoir et Adaptation. Et puis, finalement, on a aussi le positionnement. Donc, en termes des appuis-bras, le coussin, l'inclinaison, la position du dossier et autres, qui peut avoir un impact sur la conduite. Ensuite, on peut faire de l'éducation sur l'utilisation du fauteuil roulant motorisé. On peut aussi offrir des séances d'entraînement à la suite d'une évaluation ayant ciblé des lacunes dans la capacité de conduite. Parfois, il faut limiter l'utilisation du fauteuil à certains environnements. Et finalement, le dernier recours soit de mettre fin à l'utilisation du fauteuil roulant motorisé. Donc, ça, c'est lorsque toutes les interventions possibles ont été essayées et que d'importants problèmes de sécurité persistent. Donc, dans ce cas-là, il peut être approprié d'arrêter l'utilisation du fauteuil roulant motorisé. Donc, en lien aux interventions qui ciblent l'environnement, on peut considérer la modification de l'environnement intérieur, donc réorganiser la chambre du résident ou promouvoir la présence de passages dégagés dans notre centre. On peut aussi tenter d'agir sur l'environnement extérieur via la présence de ralentisseurs près du CHSLD. Donc, je parle ici de type down qui peuvent être utilisés dans les cas où les résidents circulent à grande vitesse à proximité des voitures. On peut aussi faire de l'enseignement de techniques pour éviter les obstacles comme un nid de poudre, une craque ou autre. Certains participants au projet de recherche ont aussi rapporté avoir appelé la ville pour signaler des trous ou autres problématiques sur la route ou les trottoirs qui affectent la conduite des fauteuils roulants motorisés de leurs résidents. Et finalement, en lien à l'environnement social, on peut considérer la supervision comme intervention. Donc, si l'utilisateur de fauteuils roulants motorisés est concerné, on peut considérer des interventions préventives visant à adapter progressivement le fauteuil roulant motorisé aux utilisateurs dont l'état évolue ou dont les capacités fonctionnelles changent. Donc, dans ce processus, on recommande de demander l'avis de l'utilisateur et de l'impliquer dans les décisions concernant l'adaptation du fauteuil à l'évolution de ses besoins. Ensuite, envisager l'utilisation d'un contrat établissant des règles, des recommandations et des conséquences claires en cas de conduite dangereuse d'un fauteuil roulant motorisé peut être faite. Donc, peut-être parce qu'un contrat n'avait pas été établi au départ avec ce résident-là, ou peut-être parce qu'on a le besoin d'ajouter des précisions à un contrat qui a déjà été établi. Sachez que l'utilisation du contrat a été rapportée comme intervention utilisée pour optimiser le renforcement des recommandations et des règles d'utilisation des fauteuils roulants motorisés avec les utilisateurs présentant des traits psychosociaux défavorables. Ensuite, on a les suivis. Donc, chaque institution devrait discuter la possibilité d'évaluation de suivi afin d'adapter le fauteuil roulant motorisé aux utilisateurs au fil du temps et de mettre en place des interventions visant à optimiser la sécurité avant qu'un accident se produise. Les suivis permettent aussi d'évaluer les progrès des utilisateurs de fauteuils roulants motorisés. Donc, ça peut se faire via l'utilisation de grilles d'observation ou encore des évaluations standardisées et non standardisées discutées au début de la présentation. Donc, maintenant, on passe à l'entraînement en lien au fauteuil roulant motorisé.
Donc, l'amélioration des niveaux de compétences par la formation est importante. Elle doit prendre en compte les facteurs environnementaux et les capacités des résidents. Il faut considérer les facteurs environnementaux et les compétences de l'utilisateur qui peuvent influencer le nombre de séances nécessaires et le contenu des séances. Donc, dépendamment de l'usage du fauteuil roulant motorisé, la formation pourrait prendre plus de séances si plusieurs scénarios doivent être pratiqués dans le cas d'une utilisation variée. En lien au contenu, il est nécessaire de séparer les règles de conduite à l'intérieur et à l'extérieur et d'adapter la formation et l'éducation en matière de fauteuil roulant motorisé à chaque résident. Par exemple, avec un résident qui conduit à l'intérieur et à l'extérieur, l'ergothérapeute doit clairement indiquer que les règles sont différentes. Par exemple, en termes de vitesse de conduite, qui devrait être plus lente à l'intérieur et qui peut être plus rapide à l'extérieur. Ensuite, la prise en compte des facteurs occupationnels est essentielle dans ce processus. Donc, par exemple, si on a un résident qui fait souvent certaines occupations dans un environnement spécifique, l'ergothérapeute peut inclure cette occupation-là comme simulation dans la formation pour que les compétences acquises se traduisent aux occupations dans lesquelles le résident participe souvent. Maintenant, je vous parle un peu de la confiance en lien à la conduite de fauteuil roulant motorisé. Donc, les preuves d'une association entre la confiance et les compétences en fauteuil roulant et la participation, pardon, sont nombreuses, ce qui suggère que la pertinence de formation à la conduite de fauteuil roulant est bien là. Donc, une étude réalisée par Kirby et collègues suggère que les aidants améliorent les compétences d'utilisation d'un fauteuil roulant et la confiance de l'utilisateur auquel ils apportent leur aide. Donc, ça, c'est statistiquement et cliniquement significatif. Les éléments importants de l'assistance fournie par les aidants sont le réconfort, la supervision et la confiance au lieu de l'assistance physique seulement. Ce concept-là a également été examiné par Pelliquero et collègues, suggérant que l'amélioration de la confiance devrait mener à une amélioration des capacités, donc ce qu'ils peuvent faire, et que les expériences positives devraient mener à une amélioration de la performance en matière de fauteuil roulant motorisé dans la vie quotidienne. Donc, la confiance en fauteuil roulant motorisé est suggérée comme explication potentielle de l'écart entre les capacités et la performance en fauteuil roulant. Donc, pour adapter la formation aux besoins d'utilisateurs, on peut utiliser certains outils. Donc, d'abord, la sous-échelle de confiance du WST, la version française, peut être utilisée pour donner une idée des compétences spécifiques pour lesquelles l'utilisateur du fauteuil pourrait se sentir moins sûr de lui. Ensuite, le Wheelchair Use Confidence Scale peut être utilisé pour évaluer la confiance dans 6 domaines. Donc, on a la navigation de l'environnement physique, les activités de fauteuil roulant motorisé, les connaissances et la résolution de problèmes, la revendication de changement, la gestion des situations sociales et la gestion des émotions. Donc, ceci dit, l'amélioration de la confiance et des compétences en fauteuil roulant par l'intervention pourrait réduire les difficultés de participation perçues et améliorer la mobilité dans l'espace de vie et la fréquence de participation. Donc, maintenant, dans le contexte de l'entraînement et l'apprentissage des résidents, il faut considérer l'aspect cognitif. Donc, pour un utilisateur de fauteuil roulant motorisé dont les facultés cognitives sont intactes, l'apprentissage par essai-erreur peut être fait parce que leur mémoire de travail à court terme permet de rappeler leurs erreurs et de les corriger lors des tentatives ultérieures. Pour l'utilisateur ayant un déclin cognitif, les techniques de formation qui limitent les erreurs, donc par exemple la modélisation, la démonstration, l'apprentissage assisté et la récupération espacée, sont préférables car elles s'appuient sur une mémoire implicite
intactes qui restent moins affectés par la perte de mémoire et le déclin cognitif. Donc, selon les données actuelles, ces méthodes utilisées pour les tâches de mémoire et de langage sont également prometteuses pour l'enseignement des compétences procédurales aux personnes atteintes de troubles cognitifs. Ensuite, l'apprentissage sans erreur. Donc, selon la théorie de la charge cognitive, l'apprentissage se produit lorsque la difficulté de la tâche, les conditions d'apprentissage et l'effort cognitif sont équilibrés. Pour les personnes souffrant de troubles cognitifs, la réduction des erreurs pendant l'entraînement peut diminuer la charge cognitive en s'appuyant moins sur les processus de la mémoire explicite. Donc, les capacités doivent être enseignées et renforcées par une approche qui augmente progressivement la probabilité d'erreur et le niveau d'effort de rappel des compétences. Les personnes souffrant de troubles cognitifs légers à modérés peuvent apprendre à conduire un fauteuil roulant motorisé en utilisant des techniques de formation minimisant les erreurs, quelle que soit la méthode d'enseignement, en seulement 6 séances, selon un projet de recherche. Donc, maintenant, en termes des programmes qui existent en lien avec l'entraînement, il y a le programme d'entraînement des habiletés en fauteuil roulant, donc le WSTP, qui utilise la recherche la plus récente sur les principes d'apprentissage des habiletés motrices et les techniques d'entraînement en lien aux compétences en fauteuil roulant. Donc, il y a un manuel, guide et formulaire qui sont disponibles en ligne pour utilisation. Ensuite, il y a le COMET, donc Cognition, Occupation, Mobility, Evaluation and Training. Le COMET, c'est une approche de formation de fauteuil roulant motorisé axée sur les objectifs, centrée sur le client et basée sur l'occupation, conçue à partir du guide du programme d'habileté en fauteuil roulant et en utilisant l'orientation cognitive à la performance occupationnelle quotidienne, donc l'approche coop. L'outil Goal Plan Do Check est utilisé pour que l'utilisateur identifie ses besoins et défis et qu'il découvre des stratégies pour les satisfaire et les surmonter. Ensuite, la découverte guidée est utilisée pour que l'utilisateur découvre les stratégies parce que cette approche met en évidence le fait que la rétention est meilleure lorsque les gens découvrent eux-mêmes des compétences. Donc maintenant, on passe aux lois relatives à la conduite des fauteuils roulants motorisés. Donc, la Société de l'assurance automobile du Québec indique que le code pénal s'applique aux aides à la mobilité motorisée, y compris les fauteuils roulants motorisés, et qu'il est interdit de conduire avec les facultés affaiblies par la drogue, les médicaments ou l'alcool. Transport Québec indique que les règles de circulation pour l'utilisation d'un fauteuil roulant motorisé sur la route diffèrent selon les circonstances. Donc, dans certains cas, les utilisateurs de fauteuils roulants motorisés doivent respecter les règles applicables aux piétons, aux cyclistes ou aux véhicules. Pour plus d'informations, consultez le site de Transport Québec, puis sachez aussi qu'il y a un dépliant à ce sujet-là qui est disponible sur leur site Web. Donc, maintenant, les contentions. Donc, un enjeu qui a été soulevé dans le cadre du projet de recherche est le retrait du fauteuil roulant motorisé comme contention. Donc, c'est un mythe que le retrait d'un fauteuil roulant motorisé, c'est automatiquement une contention. Le retrait d'un fauteuil roulant motorisé n'est pas une contention si d'autres aides à la mobilité sont mises à la disposition de l'utilisateur pour lui permettre de se déplacer dans son environnement de façon indépendante lorsqu'il le souhaite. Par exemple, si on immobilise quelqu'un dans un fauteuil roulant motorisé, puis qu'on enlève le contrôle, là, c'est une contention. En cas de doute, consultez les politiques institutionnelles, les gestionnaires, les comités d'éthique ou votre ordre professionnel en lien aux contentions. Donc, voici ici des ressources utiles qu'on a inclus dans le guide pour votre consultation.
Donc, on a l'évaluation à la mobilité motorisée. Il y a des fiches de sécurité et lignes directrices. Ensuite, on a un document sur les moyens de déplacement, circuler en fauteuil roulant motorisé, en triporteur ou en quadriporteur. Puis ensuite, il y a la page sur les aides à la mobilité motorisée. Donc, l'utilisation d'un fauteuil roulant électrique, d'un triporteur ou d'un quadriporteur sur le chemin public. Finalement, ici, on a un aperçu des différents éléments discutés. Donc, ça, c'est le guide visuel qu'on a créé qui est inclus à la fin du guide, qui donne un peu un sommaire là, des différents éléments discutés dans le guide.